Ensuite viennent les propositions d'économie budgétaire. De même qu'il y a 12 propositions de confortement, il y a 12 propositions d'économie budgétaire. Alors, autour de l'idée de réduire les coûts de gestion, nous avons proposé une coupe très significative dans les dépenses des réseaux consulaires, principalement les chambres de commerce et d'industrie, mais aussi les chambres de métiers. Et on a été suivi sur ce point-là assez largement. Nous proposions 400 millions d'économies et 15 millions accessoirement d'économies sur les centres techniques industriels. Nous savons qu'ils sont très utiles, mais il y a quand même un certain nombre de chevauchements qu'on pourrait réduire. Alors, l'argument en ce qui concerne les chambres consulaires, vous le connaissez sûrement, c'est que leurs ressources ont augmenté fortement ces dernières années. La taxe qu'elles prélèvent sur les entreprises a augmenté fortement. Elles dégagent un résultat positif très large, à peu près 200 millions de résultats positifs. Et en plus, elles ont commencé à se réorganiser, elles se sont regroupées. Il y a 50 chambres de moins qu'il y a 10 ans. Et il n'y a eu aucune économie de fonctionnement en face. Alors, quand on leur demande pourquoi, elles expliquent qu'au début, ça commence par coûter avant de rapporter, ce qui est tout à fait vrai. Mais au bout d'un certain nombre d'années, on peut se dire qu'on entre dans la période où ça devrait quand même permettre des économies. J'ajoute que les 400 millions de coupes que nous proposons ramènent simplement leur budget au niveau de ce qu'il était en 2008, époque où personne ne disait que c'était la catastrophe. Voilà, donc ça c'est un premier gros morceau. Un deuxième morceau, plus petit en dimension mais important, est ce que nous attendons de la rationalisation de la carte des agences de développement économique des collectivités territoriales. Il y en a 110. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait 15 000 agents. Alors pas tous dans les agences de développement quand même, heureusement. Il n'y en a que 1500 dans les agences de développement. Mais enfin, ça fait beaucoup, 110 agences. Et on pense qu'il serait raisonnable d'en avoir une seule par région, qui ne serait pas forcément l'agence actuelle de la région, qui peut être celle du département le plus performant, mais regrouper les moyens autour d'une agence par région, ça pourrait apporter 70 millions d'euros d'économies budgétaires, ce qui est quand même pas négligeable. Ensuite, il y a tout un paquet de dépenses qui sont malheureusement essentiellement des niches fiscales et sociales, mais qui correspondent à des systèmes qui ont déjà été évalués dans le passé, des systèmes de soutien, comme totalement inefficaces ou totalement inefficients. Vous connaissez la différence entre les deux idées. Inefficaces parce qu'elles n'atteignent pas leurs objectifs. Par exemple, il y a des effets d'aubaine massifs, ça n'atteint pas le public auquel c'était destiné, donc on a manqué la cible. Tout ça a été analysé en détail pendant 1 an par la mission Henri Guillaume et chacune de ces mesures a été cotée. Donc on a repris toutes celles qui avaient 0, c'est-à-dire qu'elles étaient vraiment inefficaces ou pour quelques-unes, une minorité inefficiente, c'est-à-dire qu'elles atteignaient bien à peu près le but visé, mais avec une déperdition énorme d'énergie par rapport au résultat. C'est-à-dire qu'on dépense beaucoup pour un résultat faible. Il nous a semblé raisonnable de proposer de supprimer la moitié de ces mesures inefficaces. Pourquoi pas la totalité, vous me direz, si elles sont inefficaces, mais par réalisme. Nous nous sommes dit que ce serait déjà bien si on arrivait à en supprimer la moitié, ce qui représenterait quand même 400 millions d'économies de dépenses fiscales et sociales. La mesure suivante consiste, elle est plus petite en montant, c'est 25 millions seulement, à remplacer les zones franches urbaines par des emplois francs. Les zones franches urbaines ont été créées pour essayer de revitaliser des zones urbaines défavorisées. On s'aperçoit que les effets d'aubaine sont très importants et que la cible est le plus souvent manquée. Et il serait probablement plus efficace de financer directement les emplois, les recrutements qui se font auprès d'habitants de ces régions, de ces zones urbaines défavorisées, que par un système de zones franches. Alors, ça ne rapporte que progressivement parce qu'il y a tous les engagements pris dans le passé à honorer. Donc, c'est 25 millions la première année, mais ce sera plus progressivement. La mesure suivante consiste à mettre un terme rapide aux subventions aux biocarburants de première génération. Bon, ça fait 18 ans que par des diminutions fiscales, des réductions de taxes, on encourage l'utilisation des biocarburants. En plus de la rendre obligatoire, de toute façon,
dans les mélanges de carburant des voitures. On s'est aperçu que les biocarburants de première génération n'étaient pas aussi efficaces écologiquement qu'on le pensait et qu'ils étaient même probablement nuisibles. Et donc urgent de passer aux biocarburants de deuxième génération qui ont l'avantage de ne pas être concurrents des cultures alimentaires et de pouvoir être développés largement avec des effets écologiques beaucoup plus forts. Donc il n'est plus nécessaire, il n'est plus souhaitable d'encourager les biocarburants de première génération. Ça peut apporter une économie annuelle de 250 millions qui n'est pas négligeable. Ça aussi, ça fait partie des mesures qui ont été retenues hier. Nous proposons, vous savez à quel point le sujet est touchy, comme disent les Anglais, et délicat, de revoir les exonérations de cotisations sociales pour les activités outre-mer. Alors, pas de les supprimer, simplement de redéfinir le mode de calcul, l'étalement de ces cotisations. Par exemple, elles montent jusqu'à 4,5 SMIC alors que c'est 2,5 seulement en métropole. Il n'y a pas vraiment de justification. Et surtout, il y a beaucoup d'autres systèmes d'aide déjà aux activités outre-mer que nous ne proposons pas de modifier. Par exemple, il y a des soutiens massifs à l'économie sucrière. Il y a tout le système fiscal particulier de ces départements. Nous proposons donc simplement, si j'ose dire, de revoir le barème des exonérations de cotisations sociales à hauteur de 200 millions et de supprimer une mesure qui est quand même assez croquignolesque pour parler familièrement et qui s'appelle la TVA NPR. La TVA NPR, c'est une TVA qui n'est pas perçue mais qui est quand même remboursée à l'entreprise qui ne l'a pas payée. C'était un système limité au départ, il y avait 80 produits concernés, il y en a maintenant 8000, donc c'est une vraie usine à gaz et c'est complètement absurde. Je crains que nous n'ayons pas été suivis sur ce point d'ailleurs, je ne suis pas très sûr. Enfin, en tout cas, ça nous paraissait une proposition de bon sens, ça représente 100 millions. Nous proposons, et je crains que là aussi nous n'ayons pas été suivis sur ce point, de réformer les avantages fiscaux en faveur du livret de développement durable. Pourquoi ? Parce que dans la situation où nous sommes, on a besoin un petit peu de consommer, parce qu'il faut bien que les entreprises vendent, fassent du chiffre d'affaires. On a besoin beaucoup d'investir, mais on n'a surtout pas besoin de conserver de l'épargne liquide en SICAV monétaire ou en livret de caisse d'épargne. Alors je sais bien que ça sert à financer le logement social, mais ceux qui connaissent un peu le sujet, j'y reviendrai si vous voulez, savent que les marges dont dispose la Caisse des dépôts dépassent largement les besoins maximaux possibles de financement du logement social. Donc on peut tout à fait, et ce serait logique dans la mesure où ces exonérations profitent d'autant plus que les détenteurs sont plus aisés, puisque c'est une déduction de l'assiette de l'impôt sur le revenu, on peut imposer les intérêts de ces livrets de développement durable et les assujettir à cotisations sociales, puisqu'ils en sont actuellement dispensés. Enfin, cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS. Nous proposons de revoir en baisse, je vous ai dit tout à l'heure que c'était bizarrement dans l'enveloppe des aides aux entreprises, mais puisque c'était dans notre enveloppe, on l'a regardé, de revoir en baisse le taux d'exonération dont bénéficient les dons aux associations, aux œuvres, etc. Avec une exception qui est de maintenir le taux de déduction particulier actuel, 75%, pour ce qu'on appelle l'amendement Coluche, enfin qui est plus large que juste les Restos du Cœur. Mais en dehors de ce taux-là, le taux qui est pratiqué actuellement est de 66% pour l'impôt sur le revenu et de 75% pour l'ISF. Nous proposons de tout aligner à 60%, ce qui n'est pas une diminution considérable, mais qui rapporte quand même 150 millions, sachant que 60% est le taux qui s'applique déjà au mécénat des entreprises. Nous proposons, outre cela, de reconfigurer un certain nombre d'interventions inefficientes parce qu'elles coûtent cher et qu'elles ne sont pas vraiment dans les enjeux de la compétitivité de demain. La première de ces mesures, c'est une réforme de l'avantage fiscal des sociétés immobilières d'investissement cotées. Alors c'est assez technique, c'est un système particulier qui est un régime de transparence fiscale. En fait, les résultats de ces sociétés immobilières sont imposés entre les mains de leurs actionnaires, c'est-à-dire les particuliers qui détiennent leur part, et non pas au niveau de ces sociétés. Mais elles gardent une partie de leurs recettes, et donc ce qu'on prévoit, c'est pas de supprimer ce régime de transparence fiscale, mais juste de les obliger à distribuer une partie plus importante
de leurs revenus et de leurs plus-values, qui seront ensuite imposés entre les mains des particuliers qui les recevront. Nous proposons de faire quelques économies sur le CNC. Il ne s'agit pas évidemment de mettre un terme à l'exception culturelle française, ce n'est pas du tout le propos, mais le CNC, comme les chambres de commerce, a ces dernières années eu une augmentation beaucoup plus rapide que prévu de ses recettes, parce qu'il a reçu une taxe supplémentaire qui est la taxe sur la distribution de services audiovisuels, qu'on appelle la TST-D. On est parti de 80 millions il y a 3 ans, on est à 320 millions aujourd'hui. Donc ça va très très vite et il nous a semblé possible de faire 150 millions d'économies budgétaires sur l'enveloppe du CNC. Ensuite, des interventions reconfigurées parce qu'elles ont des effets écologiques ou sur la santé publique qui sont néfastes. La plus importante de ces mesures, c'est la modulation de la réduction de taxes pour le gazole. Je ne parle pas du gazole, du tarif du gazole pour les particuliers, qui est un autre sujet traité dans les conférences écologiques. Là, il s'agit du coût du gazole pour les agriculteurs, pour les transporteurs routiers, pour les engins de travaux publics et pour les taxis. L'ensemble de ces abattements fiscaux, qui visent donc à faciliter l'exercice de ces professions, représente, je crois, 2 milliards au total. Nous proposons une réduction de 480 millions sur cet ensemble. Il faut savoir que chacun d'entre nous, s'il a un véhicule diesel, paye une taxe de 43 centimes par litre. Cette taxe est de 7 centimes seulement pour les engins de BTP et de 2 centimes seulement pour les agriculteurs. Avec un système particulier, ils payent 7 centimes comme les autres, mais ils ont en plus un remboursement de 5 centimes qui ramène le taux à 2 centimes pour eux. Ça paraît quand même plus très justifié aujourd'hui, un peu excessif. Nous ne proposons pas du tout de supprimer complètement cet allègement, mais de le réduire. Et donc, au lieu de payer 7 centimes, ils paieraient 15,7 centimes, ce qui est encore beaucoup moins que les 43 centimes de tout le monde, ce qui permettrait de faire une économie significative. Dans le cas des agriculteurs, on se débrouillerait en augmentant le remboursement dont j'ai parlé à l'instant pour que tous les petits agriculteurs soient épargnés par la mesure. Les 2/3 des agriculteurs, en fait, seraient épargnés et seuls les gros agriculteurs qui ont une consommation importante de gazole seraient touchés par cette diminution de la réfaction de taxes. Enfin, 12e mesure, nous proposons, et hélas je crains que là aussi on ait du mal à être suivi, mais nous proposons de réduire très substantiellement les aides aux buralistes. Vous savez que la loi impose de mettre sur les paquets de tabac que fumer tue. Il n'empêche que l'État subventionne les buralistes de la poche des contribuables à hauteur de 250 millions par an. Ce qui paraît quand même complètement aberrant, surtout si on tient compte du fait que la Cour des comptes a montré dans un récent rapport que leurs revenus depuis 10 ans ont augmenté de 67% en moyenne, alors que le revenu d'un spicard a augmenté de 20% et celui d'un Français moyen de 10%. Donc le spicard et le Français moyen payent pour qu'on aide les buralistes dont les revenus ont augmenté davantage que les leurs. Et en plus, c'est un enjeu de santé publique qu'on voit bien. Donc il nous a paru raisonnable de proposer de supprimer la plus grande partie de ces aides, 210 millions sur 250, en gardant uniquement les aides à la sécurité des bureaux de tabac et les aides aux bureaux les plus fragiles. En fait, c'est un système dans lequel on remplacerait un certain nombre des aides actuelles. Il y a 7 aides différentes aux buralistes par une remise sur le prix du paquet de tabac qui serait modulée en fonction de la taille de l'exploitation. Voilà pour les 12 économies que je vous ai présentées assez en détail, parce que c'était quand même un des sujets principaux de notre mission. Juste avant il y a eu des arbitrages de rendu déjà hier. Oui. Si on fait un rapide bilan des 12 mesures, 12 préconisations que vous faisiez pour renforcer certaines aides ou certains avantages, et 12 mesures d'économie, est-ce que vous avez l'impression d'avoir été plutôt bien suivi, ou plutôt écouté, ou plutôt pas bien écouté? Oui, quel bilan vous faites un peu? Je pense qu'on a été plutôt bien suivis. Je dirais que les 2/3 de nos propositions ont été retenues, ce qui est déjà remarquable parce qu'elles étaient courageuses. Enfin, elles étaient d'ailleurs, elles supposaient plus de courage de ceux à qui elles étaient destinées que d'une autre. Parce que c'est toujours facile de proposer, mais pour le responsable politique, décider et supporter le poids de la contestation, des revendications, c'est quand même une autre paire de manches.
On a essayé bien sûr de discuter tout ça avec les intéressés, mais enfin, le pouvoir politique qui prend la décision quand même a une responsabilité beaucoup plus lourde. Donc je trouve que les propositions courageuses ont été suivies dans les 2/3 des cas. J'ai essayé de vous dire au passage ce qui ne serait probablement pas suivi, ce qu'on ne voit pas dans le relevé de décision d'hier. Donc c'est les aides aux buralistes, c'est la TVA NPR, qu'est-ce qui manque d'autre ? Je ne sais pas si la proposition sur le CNC a été suivie, je ne l'ai pas vu dans le relevé de décision. Je ne pense pas, enfin je n'ai pas vu, mais je ne suis pas sûr là, que la décision ait été vraiment prise. Je n'ai pas vu dans le relevé de décision d'hier la mesure sur les dons aux associations. Mais il est possible qu'elle soit prise quand même, je ne sais pas sur ce plan-là. Mais par exemple, les mesures sur les chambres de commerce et d'industrie, les mesures sur le gazole, les mesures sur les biocarburants, un tas d'autres mesures que je viens de parcourir avec vous, sont bien reprises par le CIMAP et figurent dans le communiqué.